c'est du train de Bamba, du train. Il faut que je récupère la bouteille de ma mère, non? Bonsoir à tous, nous sommes ensemble pour parler de coronavirus avec 3 invités en plateau et puis avec moi Harold. Harold, bonsoir. Bonsoir Église. Voilà donc un sujet, on va dire, peu réjouissant, mais nous avons nos invités qui vont nous éclairer sur certains points, puisqu'aujourd'hui, la grande question est, est-ce que notre CHU peut faire face? Qu'est-ce qui se passe exactement à l'intérieur? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a plus de malades que prévu? Enfin, beaucoup de questions qui restent sans réponse et qui sont restées sans réponse jusqu'à ce soir, puisque certainement, nous en aurons avec nos 3 invités. Tout d'abord, honneur aux dames, Madame Sylvie Duflo, Suzy. Vraiment, je vais vous rebaptiser parce que là, oui, les élections, oui, pas tout à fait terminées, mais presque. Presque. Suzy Duflo, qui est professeure en médecine, professeure au CHU. Nous avons le docteur Patrick Portécop, qui lui s'occupe du SAMU, avec nous, et puis le directeur du CHU, homme que vous connaissez bien, Gérard Cotellon. Madame, messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Voilà donc pour nos 3 invités. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de questions se posent au sein de notre population et je débuterai avec vous, Gérard Cotellon. Un petit point sur la situation aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on annonce des chiffres de malades, mais qu'en est-il exactement ? Il faut prendre les chiffres que sortent les autorités publiques du département. Vous avez tous les jours un communiqué qui est publié qui est signé d'ailleurs par le préfet et la directrice générale de l'ARS et qui fait le point sur le nombre de cas dépistés positifs en Guadeloupe pour donner l'état de la situation épidémique. Le chiffre qui a été publié aujourd'hui, c'est 33 cas positifs. C'est aussi l'occasion pour moi de le dire, je l'ai déjà dit, un cas positif, ça ne veut pas dire quelqu'un de malade, ça ne veut pas dire 33 personnes hospitalisées au CHU. La preuve, c'est qu'à l'heure où je vous parle, il y a 2 patients en réa, dont un va un peu mieux et devrait quitter la réa, et 3 patients hospitalisés au service des maladies infectieuses. Donc voilà un peu l'état de la situation, j'ai envie de dire, épidémique, sachant que on ne va pas se raconter d'histoire, on va droit vers, j'ai envie de dire, la situation épidémique en vrai, c'est-à-dire avoir les 40 cas sur le département pour dire que nous sommes en situation épidémique. Santé publique France a publié des consignes. La situation épidémique s'apprécie quand vous avez 10 cas pour 100 000 habitants. Donc, vous faites le calcul vous-même. On est un peu moins de 400 000 habitants, 389 000, je crois. Donc, bon, voilà, il faut 40 cas. Nous sommes à 33, à mon avis. D'ici demain ? Peut-être d'ici demain, peut-être d'ici la fin de la semaine, la situation épidémique sera en Guadeloupe. Et c'est pour ça que mes collègues en parleront aussi. Nous sommes, j'ai envie de dire, depuis janvier, mi-janvier, sur le pied de guerre. Parce qu'on regardait ce qui se passait dans le monde, ce qui se passait en Chine, ce qui s'est passé en Italie. Et donc depuis mi-janvier, donc nous sommes dans un dispositif de gestion de crise, même si on n'avait pas encore la crise, parce que, comme on dit, gérer, c'est prévoir. Et donc moi, mon souci, ça a toujours été de anticiper la situation catastrophique. C'est de dire, si on a une situation de catastrophe, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi en termes de réponse de l'établissement? Ça veut dire quoi en termes d'organisation à mettre en place pour faire face à tout ça? Donc c'est ce qu'on fait depuis mi-janvier. Tous les jours, on se réunit
avec les médecins, avec un certain nombre de collaborateurs, pour travailler sur ce sujet, avancer et mettre en place ce qu'il faut pour que l'établissement CHU, qui est le principal établissement de santé de la Guadeloupe, qui est par ailleurs, j'ai envie de dire, l'établissement de référence par rapport à cette épidémie Covid-19, puisse totalement remplir sa mission et être au service de la population en termes de réponse à leurs demandes de soins. Vous avez dit tout à l'heure juste sur le mot guerre, nous sommes sur le pied de guerre. Le président de la République plusieurs fois a utilisé ce mot-là, nous sommes en guerre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qu'on doit entendre par là? Oui, mais le terme est très bon. Le terme est très bon. Ça veut dire que le pays est en danger et que ça demande que tout le monde soit sur le pont. Ça demande aussi que quand vous avez une autorité, en l'occurrence c'est le président de la République, alors certes il n'a pas déclenché, il n'a pas mis en œuvre l'article 16 de la Constitution qui lui donne les pleins pouvoirs, d'accord. Mais nous sommes en guerre et quand vous avez une autorité au niveau du président de la République et qui donne un certain nombre de consignes, il n'y a plus à se poser de questions. On les applique. Et ceux qui ne veulent pas les appliquer, il faut qu'ils soient sanctionnés. Être sur le pied de guerre ou être en guerre contre cet ennemi invisible mais qu'on commence à bien connaître, ça veut dire aussi qu'il n'est pas question d'accepter que des gens désertent le combat. Hein? Vous savez, quand vous êtes en guerre et qu'il y a des déserteurs, ils sont sanctionnés. Donc moi je trouve que le terme est bien choisi. Ce n'est pas celui qui me serait venu à l'esprit si le président de la République ne l'avait pas utilisé. Mais je pense que c'est bien choisi. Il faut bien que la population guadeloupéenne comprenne une chose. Le professeur Duflo et Patrick Portecop le diront mieux que moi, ce sont des médecins. On a probablement une chance, c'est que les mesures de confinement arrivent à un moment où nous ne sommes pas encore dans une explosion de cas positifs en Guadeloupe. Et on sait que c'est la seule chose qui marche. La seule chose qui marche, la seule façon de casser l'épidémie, c'est que les gens ne se transmettent plus le virus. Les histoires de le virus circule, non, le virus ne circule pas. Les gens se transmettent le virus. Donc il faut respecter les mesures barrières, il faut respecter les mesures de confinement et il faut vraiment les respecter. Et ceux qui ne les respectent pas, il faut les sanctionner parce qu'ils sont dangereux pour le territoire. Alors justement, vous parliez de guerre, donc c'est un mot fort et effectivement ça mobilise. C'est pas moi qui l'ai employé, c'est le président de la République. Tout le monde le reprend un peu et le président effectivement l'a employé 6 fois dans un court discours. Donc effectivement ça a beaucoup trotté dans la tête des Français qui prennent les mesures. Bon, ce matin j'étais un peu sur le terrain, je vois que les mesures de confinement sont plus ou moins respectées, mais comme des gens doivent aller travailler, forcément il y a encore un peu de circulation, il y a un peu de monde dans les rues. Mais quand on parle de guerre, vous avez parlé des déserteurs, ça on a compris, donc pas de déserteurs, tout le monde sera sur le front, les médecins, les infirmiers, enfin tout le personnel soignant sera sur le front. Mais hormis cette mesure qui sera, je pense, évidente pour les soignants de toute façon, qui le font à chaque fois, qu'est-ce que le CHU fera ? Quelles sont les mesures prises justement pour cette période de guerre sanitaire contre le Covid-19 ? Si vous voulez, je peux commencer à rentrer dans le détail avec vous. Je vous ai dit qu'on y travaille depuis mi-janvier, d'accord ? Et donc on s'était mis d'accord avec les experts que sont nos infectiologues, nos médecins spécialisés en hygiène hospitalière, le patron du SAMU, Patrick Portecop. Nous étions mis d'accord sur, il arrivera un moment, parce que les cas de Covid-19 positifs sur le territoire ont commencé à se multiplier, où il faut qu'on déclenche notre dispositif. Déclencher notre dispositif, c'est quoi ? Lundi matin, avec le professeur Duflo, nous avons donné une consigne à l'ensemble de l'établissement qui est de déprogrammer. Ça veut dire quoi déprogrammer ? C'est-à-dire qu'on a besoin des espaces, on a besoin des forces de travail pour pouvoir accueillir les patients qui sont malades. Déprogrammer, ça veut dire tous les patients qui sont, dont on ne met pas l'état de santé en danger parce qu'on reporte une consultation, parce qu'on reporte une intervention, il faut le faire. Parce que quand on sera dans l'afflux massif de... Ce qu'on appelle le pic.
Oui, enfin, c'est pas le pic épidémique, parce qu'on va être au pic épidémique. On va être en situation épidémique, je vous dis, à partir de 40, mais il n'y a pas de corrélation entre le nombre de gens malades qui ont besoin de soins hospitaliers, et notamment de soins en réanimation, avec ce chiffre-là. Non, nous, on parle de gens qui vont arriver à l'hôpital et que les médecins diront il faut les hospitaliser. Et donc, ce qu'on a fait, et parce que nous, notre travail, c'est d'anticiper tout ça. On ne peut pas arriver un matin en disant tiens, il y a beaucoup de malades, on ne sait pas où les mettre, donc qu'est-ce qu'on fait? Non, ça ne marche pas ça. Enfin, ça ne marche pas. On peut toujours faire ça, mais je veux dire, c'est irresponsable. Donc avec le professeur Duflo, on a demandé à l'ensemble des médecins, et il y a eu zéro problème là-dessus. Il n'y a aucun médecin qui nous a dit vous avez fait une connerie, j'ai besoin d'opérer. Non, tout le monde a joué le jeu. Ils ont déprogrammé tout ce qui pouvait l'être, c'est sur leur responsabilité. C'est eux qui connaissent leurs malades et qui savent quels sont les malades qui peuvent être déprogrammés. Il est évident, le professeur Duflo l'a rappelé à plusieurs reprises, par exemple, elle est chirurgienne, qu'on ne va pas déprogrammer des patients qui ont un cancer et qui ont besoin d'une chirurgie pour enlever leur tumeur. Je veux dire, ce serait une ineptie. Donc ça, c'est la première chose qu'on a faite, c'est-à-dire mettre l'hôpital dans une situation de pouvoir accueillir un nombre élevé de patients, c'est-à-dire dégager les espaces pour pouvoir les hospitaliser. Et puis, comme nous sommes sur un territoire où il n'y a pas du personnel soignant, comme ça, en veux-tu, en voilà, il n'y a pas de boîte d'intérim, tout ça, c'est de pouvoir récupérer toutes les personnes qu'on a libérées de leur activité de soins habituels pour les concentrer sur la prise en charge des patients malades qui ont besoin de nous. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça a été de déclencher le plan blanc. Déclencher le plan blanc, très simple pour moi, c'est de dire à l'ensemble de la communauté hospitalière du CHU, nous sommes dans une situation d'urgence sanitaire lourde, même si nous ne sommes pas encore, mais moi je suis en train d'anticiper, d'urgence sanitaire lourde, et que ça demande la mobilisation de tout le monde. Et que, pour vous donner un exemple, il n'est pas question, si moi je demande à un agent de quitter son service pour aller dans tel service, ou de ne plus faire tel acte, mais d'aller faire tel acte, que l'agent me dise, mais c'est pas écrit dans ma fiche de poste. Non, c'est fini tout ça. Enfin, c'est fini. Non, tout ça n'existe pas. Je veux dire, nous sommes dans une situation où les médecins, les administratifs, le personnel soignant, le personnel technique répond à la demande de soins, de fonctionnement de l'hôpital pour pouvoir faire face à cet afflux massif. Est-ce qu'il s'agira de faire appel aux bonnes volontés, par exemple des personnes qui sont parties récemment à la retraite, leur demander... ça a été fait dans l'Hexagone. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore là parce qu'on n'a pas tant que ça de patients hospitalisés. Donc, le jour où on sera dans cette situation, bien évidemment, et ça, je lance un appel à toutes les personnes, les jeunes retraités qui viennent de partir pour qu'ils se manifestent auprès de nous pour dire, voilà, éventuellement je suis volontaire. Mais pour l'instant, l'organisation qu'on met en place, on se rassemble avec nos propres forces. D'accord ? Ça, c'est la deuxième étape. Mais est-ce que des médecins, par exemple, Madame Duflo est chirurgien, est-ce qu'elle pourra prendre le rôle d'un pneumologue, sachant qu'on aura plus besoin de cardiologues, pas de cardiologues, de radiologues, de pneumologues, d'experts comme ça. Est-ce que ça pourrait être interdisciplinaire? Parce qu'en général, les médecins aiment bien segmenter. Mon expertise, elle est là et pas autre part. C'est pas qu'ils aiment bien segmenter, mais je suis sûr que vous avez la réponse à votre question. Un ORL ne pourra pas remplacer un pneumologue. Si on a créé des spécialités médicales, c'est bien parce que ce sont des spécialités et ça demande une formation particulière. Moi, je parle surtout du personnel paramédical. Effectivement, alors, on a plus d'habileté, d'habitude à travailler dans un service, on a développé des compétences propres au service. Je rappelle simplement, et pour l'avoir été, j'ai été infirmier dans un passé, c'est une profession qui, par définition, est, j'ai envie de dire, polyvalente. Polyvalente. Après, qu'on se spécialise parce qu'on peut faire plutôt de la pneumo, plutôt de l'OL, pas de problème. Mais le jour où nous sommes en situation, et nous sommes en situation, parce que j'ai déclenché le plan blanc, mais c'est la polyvalence qui prévaut. Alors, bien entendu, il faut peut-être accompagner d'un peu de formation, voilà, c'est comme ça que ça se fait. On essaie de faire des choses intelligentes, on n'est pas obligé de faire
que des choses, que des conneries. Mais je veux dire, la profession infirmière, notamment cette profession-là, c'est une profession qui est polyvalente. Donc, voilà. Je voulais terminer parce que vous m'avez demandé qu'est-ce qu'on fait au CHU. Donc, je vous ai donné les 2 premières étapes. Déprogrammation, déclenchement du plan blanc. 3e étape, c'est d'identifier les espaces où on va accueillir les patients atteints de Covid. Très important. Donc, là, nous sommes en train de nous organiser. D'ici la fin de la semaine, on va ouvrir un espace Covid positif au CHU pour l'instant de 22 lits. 22 lits. Qui sera où exactement au CHU? Qui sera au CHU au niveau, je ne sais pas si vous connaissez l'hôpital, mais au niveau du service qu'on appelle post-urgence, plus une dizaine de lits qui étaient consacrés jusqu'à maintenant à la gériatrie. Et donc on prend tout cet espace, ça fait 22 lits. Mais vous ne récupérez pas les anciennes urgences? Alors, je vais y venir. Donc ça, c'est, on va ouvrir cet espace orienté Covid. D'accord? Dans ce même ordre d'idée, on a eu des débats tout au long de la journée avec l'ARS, avec nos collègues des autres établissements. Il est évident, si nous sommes dans une situation où il y a beaucoup de cas hospitalisés, tous les cas ne seront pas hospitalisés au CHU. Donc ça veut dire, par exemple, l'autre hôpital public de médecine, chirurgie, obstétrique, comme on dit MCO, c'est Basse-Terre. Basse-Terre est en train de s'organiser, d'identifier un espace aussi pour recevoir des patients Covid+. Ça, c'est pour les patients qui n'ont pas forcément besoin de réanimation, mais on sait que ces patients qui sont un peu malades, qui ont besoin de soins hospitaliers, peuvent se dégrader. C'est pour ça qu'on a voulu ouvrir cet espace, pas loin de la réanimation, pas loin des urgences. Alors, vous parliez des anciennes urgences. Je l'ai dit à la communauté hospitalière, je l'ai dit aux organisations syndicales lors d'un CHSCT, d'un CTE. Moi, je suis en train de me donner les moyens, avec l'aide de l'ARS, d'ouvrir 8 lits de réanimation supplémentaires au niveau des anciennes urgences, où les urgences actuellement ils doivent regagner les anciennes urgences pour pouvoir aussi laisser cet espace. Dans une deuxième étape, si jamais on avait besoin de plus de lits de réanimation, il y a la possibilité d'ouvrir 8 de plus. Donc ça Vous avez un risque que les syndicats se dressent contre cette idée? Ben, les syndicats peuvent se dresser contre cette idée. Moi, ce que je fais là, c'est pour sauver des Guadeloupéens. D'accord? Donc s'il y en a qui sont contre, ça c'est leur problème. Moi je prendrai mes responsabilités. Si après il faut moi la jole, il faut ça, il n'y a pas de problème. Mais je prendrai mes responsabilités. Okay? Donc on va ouvrir 8 lits de réanimation. J'attends juste le matériel, on l'a commandé, on en a reparlé aujourd'hui avec l'ARS qui suit ça de près, parce que vous imaginez bien que sur l'ensemble du territoire national, tout le monde ouvre des lits supplémentaires, donc on a besoin d'équipements supplémentaires. Donc ça, c'est la première étape. Et dans la deuxième étape, s'il y a besoin, on va ouvrir 8 lits supplémentaires. Ça ferait 16. Mais là aussi pareil, il y a une mobilisation de nos collègues du CHBT qui vont consacrer les 5 lits de réa à ça. Et puis même la clinique des Eaux Claires, qui est une clinique privée, on leur demande de regarder comment ils peuvent accueillir, pas forcément des patients, pas des patients de réanimation, mais des patients qui ont besoin d'un niveau de soins assez élevé et qui ont besoin d'une surveillance continue dans leur établissement. Qu'est-ce qu'on fait de Marie-Galante? Je vais laisser le docteur Portécop répondre, parce que c'est lui le président de la CME de Marie-Galante. Très bien. Parce qu'ils se sont un peu coupés du monde, Marie-Galante. Marie-Galante n'est jamais coupée du monde. Même si les rotations de bateaux ont été ralenties, voire supprimées hier, mais ils ne sont pas coupés du monde. Bien, s'agissant du centre hospitalier de Marie-Galante, la réflexion aussi a démarré et maintenant nous sommes passés à l'action. Il y a un circuit pour les patients qui est en cours de finalisation, qui permettra l'accueil des patients dans une zone actuellement non utilisée, qui permettra donc aux médecins urgentistes et aux médecins de l'établissement de recevoir les patients ambulatoires. Des lits ont aussi été identifiés comme au CHU pour hospitaliser les personnes qui en auraient besoin. Et nous sommes aussi en train de
créé une structure tout à fait innovante pour recevoir des patients dans un espace contigu à celui des urgences pour assurer une surveillance de proximité pour les patients un petit peu plus lourds. Nous avons encore de la marge parce que nous pouvons récupérer de l'espace de surveillance qui existait dans l'ancien bloc. Et s'agissant des patients qui relèveraient de la réanimation, le choix sera de les transférer sur Potapit jusqu'à concurrence qui puisse être accueillis. Nous sommes dans une situation qui va être de toute façon exceptionnelle au vu du nombre de patients attendus. Et donc nous serons bien sûr en contact avec nos amis réanimateurs pour essayer de positionner les personnes là où elles ont besoin d'aller. Et donc je crois que du côté des médecins libéraux aussi, ils se sont organisés après s'être réunis pour identifier un endroit où il y aura des consultations qui seront essentiellement réalisées l'après-midi. La population en sera informée assez rapidement dès que le dispositif sera en place pour que les patients qui présentent des symptômes mineurs soient vus et puissent rester à leur domicile. Donc, comme vous le voyez, sur l'île de Marie-Galante, les professionnels de santé se sont aussi organisés. Alors, vous dites, au vu des patients attendus, oui, on se prépare pour un afflux de malades. Quels sont les indicateurs qui peuvent vous faire penser qu'il y aura dans pas trop longtemps un afflux de malades, surtout que les gens respectent plus ou moins cette phase de confinement. Alors on pourrait se dire au contraire, le virus ne va pas se propager, donc il n'y aura pas beaucoup plus de malades. Enfin, les éléments dont nous disposons qui sont en rapport avec la gestion de l'épidémie chinoise et l'actualité italienne permettent quand même d'anticiper, et on sait que nous aurons à faire une vague de patients qui va vraisemblablement expliquer que nous aurons un afflux de patients à recevoir dans nos hôpitaux. Donc nous ne sommes pas dans la gestion des épidémies de maladies vectorielles qui sévissent habituellement en Guadeloupe. Nous sommes confrontés à un problème mondial qui ressemble plutôt à celui de la grippe espagnole de 1920 plutôt que quelque chose qui dure 2 semaines ou 3 semaines et qui s'en va. Nous avons quand même des éléments qui nous incitent à être vraiment maximalistes en termes de prévision, de gestion, de préparation de nos équipes et de préparation des espaces surtout, et tout en donnant à la population les consignes qui ont été déjà édictées de façon à ce que tout ce qui peut être fait pour diminuer justement cette circulation et diminuer l'importance de ce pic épidémique nous mette à l'abri de recevoir trop de patients. Mais ça, il vaut mieux être en capacité de faire face que de ne pas l'être et de se faire surprendre. Professeur Duflo. Oui. Alors, comme le docteur Portekop l'a dit, on regarde la cinétique de cette pandémie qui a débuté en Chine le 7 décembre 2019. Et donc on a eu progressivement les données chinoises et les scientifiques qui nous ont fait part de leur expérience. Et progressivement, ce virus est arrivé en Europe. Et vous avez la grosse épidémie que vous connaissez en Italie et qui maintenant se retrouve dans l'Île-de-France et dans le Grand Est. Et donc on est quotidiennement en lien avec eux et en discussion avec nos collègues pour savoir justement comment ça se passe, comment les choses évoluent, comment les patients évoluent et comment ils gèrent surtout, puisque nous sommes dans une inconnue qui progressivement se fait connaître, mais qui va aussi très vite. Donc ce que nous on sait, c'est que actuellement les mesures qui sont prises, et j'insisterai, je reviendrai là-dessus, et je vous dirai pourquoi, parce qu'il faut regarder ce qui se fait ailleurs. Nous sommes une île, donc on n'a pas non plus de grandes possibilités d'extension. Et s'il y a une chose, le directeur général l'a dit, M. Cotellon l'a dit, Patrick Portekop l'a dit, s'il y a une chose qui peut vraiment freiner cette épidémie chez nous, en tout cas ralentir le plus possible le nombre de malades atteints, et donc le nombre de malades potentiellement qui peuvent avoir besoin d'une prise en charge en réanimation, c'est la prévention. Et vraiment le dicton, il faut mieux prévenir que guérir.
est tout à fait ce que chacun d'entre nous on doit garder en tête. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qui circulent sur les réseaux sociaux. Alors certains disent oui, mais avec de la chloroquine, on peut essayer de ne pas avoir ce virus ou de se soigner avec du paracétamol. Alors aujourd'hui, où en est-on concernant tous ces propos qui circulent ? Alors vous voyez bien que comme nous sommes devant une inconnue, tout le monde se laisse porter par différentes solutions, propositions, d'autant plus qu'il y a pas mal de choses qui circulent sur Internet. Il y a 48 heures, le professeur Didier Raoult, qui est à Marseille, à l'IHU, a fait part des premiers résultats de son étude sur 24 cas. Donc c'est vraiment une petite cohorte, c'est un petit nombre de patients qui ont pu être testés et chez qui il a vu diminuer la virémie, c'est dit de cette façon, c'est-à-dire la charge, le nombre de virus chez les patients en 10 jours à peu près en utilisant du plaquenil avec un antibiotique qui y est associé. Alors, faisons attention. Ça ne veut pas dire que tout le monde va se mettre sous plaquenil et ça va résoudre le problème, puisque déjà il faut en garder pour les patients qui en auront vraiment besoin. Je le dis encore, c'est le traitement des patients qui ont un cas qui sont graves en fait et qui présentent un caractère relativement gravissime de la maladie, et donc il ne faut pas non plus se dire chouette, il y a un traitement, on fait n'importe quoi. Alors déjà 24 patients, c'est pas beaucoup. Il faut attendre, il va forcément être testé, ou en tout cas il va être utilisé chez plus de patients qui présentent des cas le nécessitant. Donc il ne faut pas, j'entendais tout à l'heure en étant en réunion, que déjà sur l'Île-de-France, il y a des fausses ordonnances qui circulent pour pouvoir récupérer ce médicament. Et ce n'est pas en le prenant, si vous n'avez rien, que vous allez résoudre tous les problèmes et que vous n'allez pas être malade. Donc j'insiste sur le confinement. Nous sommes une île, nous ne sommes pas très nombreux. Et si nous devons avoir une vraie action de façon collective, puisqu'on a souvent tendance à être un peu individualiste, pour nous, mais pour nos parents, nos grands-parents et aussi nos enfants, il faut absolument respecter les règles qui ont été données. Les gestes barrières, certes, je vais me permettre de les rappeler. Oui. Donc rester à 1,50 m, 2 mètres quand vous parlez à quelqu'un, ça ne fait pas partie de notre culture. On aime parler avec les mains, on se touche le visage, on touche les autres quand on parle, on se parle face à face. Et tout ceci entraîne de grandes modifications à notre façon de réagir. Et pourtant, il faut le faire vite et très vite. C'est-à-dire quand on se parle, si on peut se parler dos à dos, écoutez, pourquoi pas ? En tout cas, éviter de se parler face à face et rester à un minimum de 1,50 m, 2 mètres. Éviter de porter les mains au visage, ça aussi c'est important, mais il y a une étude qui montrait qu'on se touche 60 fois le visage par minute, pardon. Donc c'est quand même énorme, on ne se rend pas compte. Moi je fais attention maintenant à ne pas porter la main au visage, et donc de se frotter les yeux, de se toucher le nez, de mettre la main dans la bouche. Ce sont des gestes instinctifs dont on a l'habitude et on ne s'en rend même pas compte. Donc il faut faire attention à ces gestes, respecter les distances et se laver les mains. Se laver les mains aussi régulièrement que possible, alors avec de l'eau et du savon. Et pour ceux qui en ont, parce que c'est en rupture, mais je pense qu'il va y avoir... il y a pas mal d'entreprises qui se mobilisent et il va y avoir des fabrications de gel hydroalcoolique, et dans la mesure du possible, si quand vous n'avez pas d'eau, vous êtes dans un environnement sans eau, avoir dans votre sac un petit flacon de gel hydroalcoolique. Je veux quand même revenir pour qu'on puisse bien comprendre pourquoi la situation est grave sur la cinétique de la pathologie. Donc en Chine, maintenant on commence à se poser des questions sur la réalité de leurs chiffres, puisqu'ils ont eu 3500 morts de décembre à mi-mars. Donc maintenant, ça fait 3 mois. Donc une épidémie qui a duré 3 mois, qui est sur une courbe qui redescend, donc c'est très bien. Et une comptabilité, selon l'OMS, de 3500. À la date d'aujourd'hui. L'Italie est à 3600 morts en
Oui. 4 semaines, À peine. 4-5 semaines à peine. Il y a quelque chose qui ne va pas. quelque Donc part. voilà. Donc, bon. Alors est-ce que les chiffres sont ceux-là? Est-ce que les chiffres ne Est-ce que sont les pas Chinois ceux-là? ont tout dit? Est-ce que les Chinois ont tout dit? On ne sait pas, on ne le saura pas. En tout cas, on a l'expérience de l'Italie, on a l'expérience du Grand Est. Et ceci nous oblige, et le directeur général l'a dit, on se prépare depuis la mi-janvier. On a compris que c'était sérieux et au fur et à mesure que le temps passe, on comprend que c'est vraiment très, très, très sérieux. Je veux rappeler ces chiffres parce qu'ils sont publics. Et ça permet de mettre un peu dans l'esprit des uns et des autres la réalité du coronavirus actuellement. Alors, Il y a- juste sans vous couper, par rapport aux gestes barrières dont vous parliez, il y a beaucoup de débats sur les gants, sur les masques. Certains disent que c'est obligatoire. On entend des versions divergentes entre les médecins même. Certains disent que c'est pas nécessaire. D'autres disent qu'il faut en porter en permanence, même quand on n'est pas malade. Est-ce qu'on pourrait clore ce débat et avoir des directives un peu claires là-dessus? Est-ce qu'il faut qu'on ait des gants? Est-ce qu'il faut qu'on ait des masques? Est-ce que c'est préférable ou pas? Alors je vais vous décevoir parce que vos gants ne servent à rien. Si ce Ce n'est n'est, nous Parce que rassurer vous allez, psychologiquement. alors. même pas, parce que vous touchez tout avec vos gants, vous pensez que vous êtes protégé, et du coup vous allez porter vos mains au visage. Donc il vaut mieux se laver régulièrement les mains, éviter de se les porter au visage, que d'avoir des gants. Ok. C'est pas très utile. Après, je vois certaines personnes qui, si elles ne se touchent pas et qu'elles ont des gants parce qu'elles sont au contact de beaucoup de monde et qu'elles doivent récupérer des documents, donner des objets, qu'elles le mettent. De toute façon, ça évite une transmission manuportée, quel que soit le germe qui peut s'y trouver. Ça paraît être du bon sens. Simplement, si vous avez des gants, il ne faut pas vous toucher. Et quand vous les enlevez, il faut les enlever correctement et vous lavez les mains. Déjà, très important. Après, les masques. Le masque, vous voyez, il y a une grande pénurie de masques sur tout l'Hexagone. Ça reste une problématique. Nous sommes nous avons encore ce qu'il faut. Je vous signale quand même que tous mes confrères de l'Hexagone avec qui je suis quotidiennement en contact, on fait un point. Lyon, il lui reste 4 jours de stock de masques. Reims, 48 heures. Donc vous voyez qu'il y a quand même une problématique par rapport à ça. Donc il faut quand même qu'on ait une logique d'utilisation. Alors justement, il y a une dame qui disait oui, mais on peut confectionner les masques avec du tissu. Si tout le monde s'y met, on n'aura pas de pénurie de masques. Est-ce que ça vous semble Alors ça aussi, ce sont des points qu'on discute. C'est il faut voir le masque. Après, il faut qu'il ait un effet barrière et qu'il faut qu'il ait une action et qu'il soit efficace. Donc les masques, actuellement, vous avez 2 catégories, les masques chirurgicaux et les masques FFP2, qui ne sont que pour les soignants qui font un geste à risque. Donc un geste où il y a un risque d'aérosolisation du virus chez un patient qui est positif. Ensuite, vous avez les masques chirurgicaux pour se protéger de façon générale. Mais là encore, ils sont réservés aux soignants parce que certains soignants font des gestes de proximité avec les patients. Et si vous êtes comme nous sommes actuellement, nous ne portons pas de masque puisque vous me l'avez fait remarquer, nous sommes à plus de 4 mètres de distance. Et cela suffit puisque je ne vous... Postillonne pas dessus. Voilà, ça n'arrivera pas jusqu'à vous. Et donc, si on respecte ces mesures, c'est important. Mais compte tenu du fait qu'on n'a pas forcément l'habitude de ces comportements, et le confinement reste un élément extrêmement important. Mais posez une question. les masques en Je vais tissu répondre pour les masques en tissu. Oui. Nous sommes en train de voir s'il y a une possibilité d'avoir ces masques en tissu et quelle est leur efficacité. Il faut, selon ce qui est dit aussi, on se réfère à nos collègues du Grand Est qui commencent à en fabriquer. Les hygiénistes, on attend leur retour pour qu'ils puissent nous dire c'est efficace ou ça ne l'est pas. Est-ce que ça a un réel rôle? Est-ce qu'on ne va pas plus se contaminer en portant des masques en tissu? Voilà, parce que il faudra les laver. Ça va nécessiter qu'il y ait de l'intissé, c'est ce qu'on dit. Il y a 2 couches de tissu et au milieu on met une matière pour pouvoir faire barrière et apporter une protection supplémentaire. Donc bien évidemment, dès qu'on aura la réponse
on reviendra et on fera comme font les autres, puisque nous sommes sur une épidémie où on y va à l'expérience progressive. Je veux dire, tous les jours est un jour nouveau, tous les jours on prend une décision nouvelle pour pouvoir répondre au mieux à la population et surtout freiner l'évolution de cette pandémie qui est là et auquel il faut faire face. En attendant que nos scientifiques puissent trouver un vaccin ou un médicament. Oui, mais voilà. Donc avant, alors là aussi, c'est comme pour le plaquenil et l'antibiotique. Nous ne sommes pas. Il ne faut pas se dire. Il y aura un traitement, bon, très bien, je peux faire n'importe quoi. Je reviens de nouveau, j'insiste énormément parce que depuis, cette mesure de confinement est très importante et depuis le confinement qui a été mis en œuvre, on voit quand même encore des personnes à l'extérieur qui sortent et qui ne comprennent pas la nécessité de rester chez eux. Et donc, de façon à, si ils sont positifs, à éviter de transmettre le virus à leurs collègues. Il ne circule pas tout seul, le virus. Il circule que si on est en contact avec quelqu'un qui a le virus lui-même. Alors, on aime les chiffres. Gérard Cotellon avait demandé la parole. Non, vous avez parlé de vaccin, donc j'ai envie de réagir à ça. Je suis sûr que s'il y a un vaccin demain pour le coronavirus, tout le monde ira se faire vacciner. Or, nous avons un vaccin pour la grippe. La grippe tue. Nous avons chaque année, je ne sais pas vous dire quel est le nom, mais si ça vous intéresse, je peux demander au chef de service de l'AREA de me donner le chiffre. 0,1% de patients en France. 0,1% de patients qui décèdent de la grippe. D'accord ? Ce vaccin existe. Et moi, le constat que je fais ici, comme dans l'Hexagone, les gens ne se font pas vacciner. Même dans notre établissement, on a monté une petite opération où on s'est mobilisé, la présidente de la CM, moi, les médecins, ça a été un peu médiatisé pour dire il faut vous vacciner. Vous vacciner, c'est vous protéger, c'est aussi protéger vos patients pour ne pas transférer le virus de la grippe. Ça n'a pas marché. J'ai eu moins de 200 personnes sur une population de 3500 qui se sont fait vacciner. Parce que certaines personnes se disent, mais c'est pour les personnes âgées, donc ça ne me concerne pas. Grave erreur. Grave erreur. On meurt de la grippe à tout âge, d'accord ? Alors, bien sûr, quand c'est vous moins êtes... fréquent quand même de mourir de la grippe que du corona. On n'est pas sur les... Moi, j'en sais rien. Jusqu'à hier, la grippe tuait plus de personnes que le corona. Depuis hier, ce n'est plus vrai. En Italie, le corona tuait plus de personnes que la grippe. Là, donc il inverse un peu la tendance. Et vraiment, je veux, pas pour faire peur, parce qu'il est important que tout le monde ait le même niveau d'information et que nous soyons transparents là-dessus. Je veux revenir sur les 4 derniers jours et l'évolution de la mortalité due au coronavirus en Italie. Il y a 4 jours, 250 morts en 24 heures. Oui. Il y a 3 jours, 300 morts en 24 heures. Il y a 48 heures, 350 morts en 24 heures. Il y a 475. Aujourd'hui, en 24 heures, 475 morts. Donc, il faut pas qu'on les oublie, il ne faut pas qu'on se dise, les Italiens ont un bon système de santé. Alors ils ont peut-être moins de lits de réanimation que ce qu'on a sur le territoire français, mais on en discutait encore cet après-midi. Les réanimateurs italiens, ce sont des gens qui sont très bien formés, qui ont de très bonnes compétences médicales. Et donc forcément, si avec tout ça, il y a autant de gens qui meurent, ça veut dire que c'est un virus qui reste quand même très agressif. Et eux, ils se sont fait le confinement un peu tard. Ce côté-là, on l'a dit, la chance qu'on a, c'est de pouvoir mettre en place ce confinement en même temps que tout le monde dans l'Hexagone. Ça n'a pas été une mesure qui a été prise, vous n'avez pas encore beaucoup de cas, on verra quand est-ce que vous êtes confinés. Non, on a eu un confinement. Et c'est vrai que beaucoup n'ont pas compris en se disant, mais on n'est pas comme l'Italie, on n'est pas comme la France, pourquoi on va se confiner, on ne comprend pas, mais on ne va jamais tenir. Non. C'est important. Si on ne veut pas être comme l'Italie, si on ne veut pas être comme le Grand Est, il faut respecter ce confinement. Je dis ça parce que c'est difficile pour les jeunes. Ils vont se retrouver, ils s'ennuient, même s'ils ont Internet, le portable, au bout d'un moment, ils vont sortir, ils vont appeler les potes, ouais, on se retrouve là, on se retrouve au pied de la cité, on va aller boire un verre. Il ne faut pas le faire.
il ne faut pas le faire. Et ça, c'est très important. Certes, ils sont jeunes, mais il faut qu'ils pensent à leurs parents, à leurs grands-parents, puisque ce sont apparemment, selon les études, quand ils sont touchés, ceux qui font des formes graves et qui en décèdent. Donc demain, si on veut préserver l'ensemble de la population, c'est important. C'est vrai que plus ils sont jeunes, moins on a de cas de coronavirus, avec une étude récente qui montre que chez les moins de 3 mois, 0 cas de coronavirus. On ne sait pas pourquoi. Moins de 3 mois, 0 cas. 0 cas. 0 cas détectés chez les moins de 3 mois. Et progressivement, chez les plus petits et chez les moins de 15 ans, 0% de décès. D'accord. Donc, c'est déjà très rassurant pour nos enfants, mais il faut qu'on puisse élever nos enfants. D'accord ? Donc, si on veut élever nos enfants, il faut qu'on ait à l'esprit que ce confinement, c'est pas de la rigolade, c'est la guerre. Personnellement, le président l'a dit, mais c'était exactement quand je voyais l'évolution de ce qui se passait en Italie, le sentiment que j'avais. C'est une guerre bactériologique, c'est une guerre. Ne nous trompons pas d'ennemis, d'accord ? C'est un petit ennemi invisible, hein. C'est pas nous les ennemis. Et donc nous sommes ceux qui doivent survivre et on doit s'aider pour ça. Donc, confinement égale confinement, et c'est pas je peux aller voir ma copine où je passe du temps, on se voit même si c'est pas loin, même si on respecte tous les gestes barrières, tant qu'on peut rester chez soi, on reste chez soi. Profiter de ces moments-là pour faire méditer, réfléchir à tout ce qui peut être réfléchi, et nous les soignants et ceux qui travaillent à l'hôpital, on œuvre pour vous, pour faire en sorte qu'on s'en sorte. Et si on arrive à faire comme la Corée, qui n'a pas eu une courbe épidémique qui est montée en flèche, mais qui a évolué en plateau, donc ça veut dire que les cas, tout le problème il est là, c'est-à-dire que si vous avez les cas qui arrivent tout d'un coup, vous avez forcément, ça désorganise le système de santé et vous avez forcément des difficultés à prendre en charge les patients, quel que soit l'endroit où vous vous retrouvez. Et ça, vous en avez la preuve, il suffit de regarder ce qui se passe en Italie, dans l'Hexagone. Donc, il faut faire face à une épidémie, mais si on peut faire face à une épidémie progressivement, c'est-à-dire que par vague, les cas arrivent, donc par vague, on peut les prendre en charge. C'est beaucoup plus facile pour les patients qui sont malades et aussi pour nous, les soignants, qui devons les prendre en charge. Alors effectivement, sur le cas de la Corée, ils ont laissé les personnes circuler, les activités ont pu se poursuivre, ils n'ont pas fermé justement leur pays pour maintenir un peu... Restreint, Corée du Sud, bon, pas trop. Mais apparemment, les tests étaient effectués à outrance. Ils testaient les gens au Covid-19 à outrance, de façon à pouvoir bien classifier les gens. Et si vous étiez contaminé, bon, vous allez à tel endroit. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez continuer vos activités. Mais ici, on n'est pas à ce stade-là. Et le problème qui se pose avec ce confinement, c'est que certains se sentent lésés, puisqu'ils doivent continuer à aller travailler. Donc on leur dit, ne voyez pas vos proches, mais vous pouvez voir vos collègues. Par contre, ça, c'est pas un souci. Donc on fait comment ? Alors, ne voyez pas vos proches, vous pouvez voir vos collègues. Je ne sais pas si c'est le message. C'est pas le message qui est passé, non. Certains le voient comme ça. Ah ben oui, parce qu'ils veulent le voir comme ça. Et tout le problème est là. Le message qui est passé, c'est pas vous voyez vos collègues. C'est-à-dire que vous pouvez aller travailler sur un chantier, par exemple. Vous ne travaillez pas seul sur un chantier, par exemple. Ça demande une coordination. Je veux dire, soit on arrête le chantier si c'est pas possible d'être seul à un endroit précis et être suffisamment dans les distances de sécurité de vos collègues, et si vous devez les croiser, leur parler face à face, il faut pas y aller. Il ne faut pas y aller. Moi, je veux bien, je suis désolée, je suis médecin, d'accord, et je ne ferai pas de politique politicienne ou économique et tout. Le souci, il n'est pas à l'économie. Certes, sans doute, pour certains, c'est un problème, ça va l'être de toute façon pour nous, mais si on n'est plus là, il n'y aura plus de problème d'économie. D'accord ? Oui. Donc, le souci, il est aujourd'hui, à l'heure où on se parle, à la santé. Je suis médecin, je ne peux vous dire qu'une chose. Nous pouvons faire en sorte de freiner cette épidémie ou qu'elle évolue en plateau et non pas en pic. Donc on n'est pas un afflux énorme de patients qui arrivent malades à prendre en charge si on respecte les consignes qui ont été données. On a 10 jours, une semaine, 10 jours d'avance sur potentiellement ce qui peut se passer par rapport à ce qu'on voit dans l'Hexagone. Parce qu'encore une fois, ils ont la mise en confinement alors qu'ils ont déjà l'épidémie qui est bien commencée, qui est bien avancée et qui monte en flèche. Nous, on a cette mise en confinement alors que on n'est pas, le directeur général vous le disait, 33 cas, même si on va y rentrer d'ici la fin de la semaine, on n'est pas encore en épidémie. Donc
c'est une conscience personnelle dans un but collectif. Docteur Porté-Cope, alors c'est vrai qu'il y a eu un débat sur le SAMU, alors est-ce qu'il se déplace, est-ce qu'il ne se déplace pas? Alors justement, quand appeler le SAMU et comment ça doit se passer normalement? Ce qu'il faut comprendre dans la gestion de ce problème, c'est que nous avons évolué en plusieurs phases. Le premier message qu'on vous a délivré au tout début, c'était effectivement que le centre 15 de SAMU avait donc pour rôle de répondre aux personnes pour les orienter en fonction de leurs symptômes et que le SMUR dirigé par le SAMU se chargeait de l'organisation du transport des personnes vers le centre hospitalier, mais des personnes en fonction de la gravité de leurs symptômes. On n'a jamais dit qu'on ira chercher toutes les personnes qui peuvent se déplacer par leurs propres moyens ou qui peuvent prendre des dispositions pour se rapprocher des centres hospitaliers. Il faut bien comprendre que le nombre de patients que nous attendons et le nombre des équipes disponibles, ici comme ailleurs d'ailleurs, ne permettait pas que ce soit exclusivement la mission du SMUR. Donc, heureusement, pour le nombre de personnes qui ont eu à être dépistées, la plupart se sont présentées sur les consignes des infectiologues par leurs propres moyens, avec les consignes qui leur ont été données sur rendez-vous et ont été reçues, dépistées et redirigées vers leur domicile avec des consignes pour la quatorzaine, qu'elles puissent observer le confinement avec les dispositifs de masques pour se protéger et protéger les membres de leur famille, de manière à attendre la fin des symptômes s'ils devenaient malades. On a entendu parler d'une polémique malheureuse qui parle comme d'habitude de ce qui ne fonctionne pas toujours bien, à côté de tout ce qui marche bien, mais enfin bon, je ne m'étendrai pas dessus. Je préfère en tout cas donner à la population les consignes du moment. Nous sommes à l'orée de la phase épidémique, peut-être que nous y sommes déjà parce que nous avons toujours un petit décalage sur les chiffres qui vont arriver. Et ce qu'il faut retenir, c'est que maintenant que nous aurons à gérer beaucoup de cas, contrairement à ce qui s'est passé il y a 2-3 semaines, la consigne n'est plus d'appeler le 15 pour avoir des informations sur comment on prend en charge le coronavirus ou le Covid-19, mais très clairement de réserver les appels au 15 en cas de symptômes associés à une gravité. C'est-à-dire que là maintenant, la prise en charge des patients qui vont présenter des signes compatibles avec cette affection qui ressemble à une grippe, on va considérer, déjà la consigne nationale sera de ne plus faire systématiquement le dépistage, donc ce n'est pas la peine d'appeler parce qu'on est inquiet, qu'on veut savoir comment se faire dépister, il n'y a plus de dépistage de masse. Parce que, à partir du moment où le virus circule, on considère, comme on le fait pour la grippe ou la dengue, que lorsque vous présentez les signes cliniques de cette affection, c'est que vous l'avez. À partir de là, cette prise en charge relève de la médecine ambulatoire, des médecins généralistes dans leur cabinet. Certains médecins dits sentinelles qui sont en charge de la surveillance épidémiologique sur le département feront quelques dépistages pour connaître vraiment la progression de la maladie sur le territoire. Et puis, les dépistages seront faits pour les patients hospitalisés, pour lesquels nous avons besoin de savoir comment organiser leur surveillance, dans quel secteur, et suivre justement quand est-ce qu'ils arrêtent de produire du virus. Donc sinon, vous dites à ces personnes, restez chez vous, prenez un petit Doliprane, et c'est bon? Je vais vous dire ce qu'on leur dit. Déjà, elles doivent être confinées comme nous tous, sauf ceux qui ont des raisons de circuler pour aller au chevet des patients ou sur des activités, comme a dit le président, essentielles à la vie de la société. Donc à partir du moment où vous avez des raisons médicales d'être confiné, si vous présentez les symptômes,
vous les traitez de façon tout à fait simple, c'est de la fièvre, c'est des douleurs, on prend des antalgiques et des antipyrétiques de propriété qu'a en général le paracétamol. D'accord. Vous pouvez après faire ce que vous avez à faire, mais l'essentiel c'est le repos. Ça va durer 5 à 7 jours, peut-être une dizaine de jours avec la fatigue, et puis les gens vont s'en remettre dans 85% des cas. Le reste des patients vont avoir besoin de venir à l'hôpital et on s'en occupera. Donc, c'est clair, pour éviter de rencontrer quelqu'un de malade, il faut rester chez soi. On ne sort Pour les pas. personnes asymptomatiques, comment on fait? On peut les croiser, ils ont pas Mais de cher symptômes, monsieur, c'est et on l'intérêt de ne pas sortir. contaminé. Ne pas sortir, Pour les c'est personnes qui justement... ont obligation, je parle des personnes les qui doivent personnes aller qui ont travailler, qui se obligation. retrouvent sur la route, qui sont en contact avec des personnes au quotidien, comme vous et moi par exemple. Mais déjà, je reste loin de vous pour commencer. Oui. Deuxièmement, demain, ce sera l'état d'urgence sanitaire. Ça veut dire qu'on cherche vraiment à faire que vous rencontriez pas plus de 5 personnes par jour. Ça veut dire que des dispositions seront prises pour encore restreindre le nombre de contacts de façon à ce que vraiment, avec des sanctions financières importantes, pour que le virus ne se transmette pas. Je ne sais pas si vous avez vu cette infographie sur Internet avec les petites allumettes qui s'enflamment les unes à côté des autres. Vous en enlevez une, le système arrête de s'enflammer. C'est exactement la bonne image pour faire comprendre aux gens que lorsque vous arrêtez de rentrer en contact les uns les autres, au bout d'un moment, le virus, il ne va plus se développer puisqu'il ne trouve personne de nouveau à contaminer. Donc on va vers un Il n'y a plus confinement de total. nourriture en fait. Exactement. Le confinement sera total. Il sera total. Demain, c'est ce qui attend la population, y compris en Outre-mer. J'ai bien écouté, j'ai regardé avant de venir tout ce que ça impliquait. Nous Confinement allons... total. Écoutez, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Et ce sont des choses qui sont écrites depuis des années. Le plan qui est appliqué ici, il avait déjà été préparé à l'époque du SRAS, qui n'a heureusement pas eu besoin d'être déployé jusqu'au bout, mais tout était déjà écrit. Donc moi, c'est mon métier de gérer les crises et de l'enseigner. Je ne suis pas surpris de ce qui se passe là. Je ne suis absolument pas surpris. Et il faut que nous soyons en capacité d'anticiper. Donc il faut qu'on l'explique aux gens et que les personnes, quand on leur dise, elles soient convaincues qu'on le fait avec sincérité et transparence. À partir de là, on ne discute pas ce qui est dit. Le président l'a dit, comme l'a dit le directeur général, ça s'impose à nous. Restez chez vous, profitez pour faire ce que vous ne faites pas habituellement, parcourez votre jardin, récupérez vos fruits, mangez des choses saines, évitez d'aller faire des choses qui, au contraire, vous provoquent tout un tas de désagréments dont vous ne vous rendez même pas compte. Faites des choses simples. Écoutez, tout ce qui est malbouffe que vous ne pourrez pas aller vous récupérer, profitez pour cuisiner. Les drives sont ouverts. Ouais, mais il faut éviter de fréquenter les drives. Il faut cuisiner avec des aliments. Et les supermarchés resteront-ils ouverts ou pas? Parce qu'on a des cohues, on a même des combats. Il ne m'appartient pas de décider ce que décidera le préfet. C'est dans chaque territoire le préfet qui verra en fonction des comportements ce qu'il faut supprimer ou pas. Okay. Mais en l'occurrence, ce qui est important de comprendre, c'est que le préfet, sa préoccupation, et j'en ai encore discuté avec lui ce week-end, c'est que les gens comprennent qu'il ne faut pas se rassembler. Par exemple, tout simplement, des dispositions seront prises pour que lorsqu'il y aura des funérailles, se fasse sans la famille. J'ai vu un enterrement ce matin. Je passe à Sainte-Anne, je n'ai pas voulu le filmer pour pas. Écoutez, ça paraît logique. Comment voulez-vous Personne. Mais comment voulez-vous autoriser? On vous dit qu'il ne faut pas qu'il y ait plus de 10 personnes en même temps dans une salle, dans une assemblée. Vous connaissez nos pratiques au pays. Donc oui. Il faut qu'on commence à dire cela aux gens qui commencent à se préparer. C'est brutal quand même. Écoutez, moi je n'ai pas de copine avec ça. Je crois qu'il faut commencer à apprivoiser nos compatriotes, à leur expliquer ce de quoi sera fait leur lendemain, et surtout que ça ne va pas durer 2 semaines. Hein. Lendemain très proche. Ça va durer? Ça commence demain. Oui. Une épidémie, c'est 8 à 12 semaines, pas le confinement. Mais l'épidémie, en elle-même. La grippe espagnole a duré 1 an. Alors je ne sais pas, je ne suis pas Madame Soleil, je ne sais pas combien de temps durera le Covid-19. Mais par contre, on sait qu'il y a des choses, quand elles sont mal gérées, qui peuvent durer longtemps. La différence entre 1920 et maintenant, c'est qu'on a quand même beaucoup plus de connaissances, on a progressé, on sait pourquoi il faut faire les choses, donc faisons-les. Mais les pouvoirs publics ont bien l'intention de restreindre les libertés individuelles pour la bonne cause. Si je peux me permettre, je vais vous donner un exemple vrai. Je vous demande de me croire sur parole parce que je ne veux pas qu'on identifie où ça s'est passé.
un hospitalier organise son anniversaire, il y avait sa femme, son fils, et il invite 20 collègues. D'accord ? Une semaine après, 22 positifs au Covid-19. Pardon ? Pardon ? Oui. Non, j'ai dit pardon. Si. Non, la question qu'elle se pose maintenant, c'est à savoir si ce sont des personnes Oui. ici en Guadeloupe, Oui. pour être précis. En fait, Dio, avant Gambé, d'aller- au détail. Ok. Mais est-ce que On c'est en comprend pourquoi. Guadeloupe ? Non, si pas bon, nous détails. Juste en Guadeloupe ? Non, ça se passe pas en Guadeloupe. Non, Ça se passe Pas en pas Guadeloupe. Guadeloupe. D'accord. C'est vraiment pour comprendre que les libertés individuelles, D'accord. si on décide dans un pays comme la France, qui est justement le pays des libertés, d'y toucher, Oui. c'est que vraiment la situation le nécessite et qu'à l'échelle mondiale, on le fait parce qu'on est obligé de le faire. Il faut l'expliquer aux plus jeunes, aux plus âgés, à tout le monde, de façon à ce que on modifie nos habitudes en conscience. Et Pendant un temps. oui, et puis qu'on accepte. Voilà. Oui. Alors, nous avons un appel téléphonique, donc cette émission est regardée. Certainement quelqu'un qui voudrait vous poser une question. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir aux invités. Oui, en fait, très rapidement, je voulais juste réagir par rapport à ce que M. Porticom disait. Alors, effectivement, je respecte le confinement, je respecte tout, ce qu'a décidé le président. D'accord, je suis le premier à le défendre. Mais simplement, ce que le journaliste a essayé de dire M. Porticom tout à l'heure là, c'est que ce n'est pas une science exacte, puisque malgré le confinement, il y a encore des gens qui continuent à travailler. Et on a bien dit dans la mesure que seuls les supermarchés vont rester ouverts, pharmacies et médecins, ce que vous voulez. Mais il y a des chantiers qui continuent à travailler. Et c'est ce que le journaliste a voulu dire. Effectivement, on dit de confinement. Donc, effectivement, ce genre de confinement, ça va réduire, c'est vrai, le virus. Mais il y a encore des gens qui continuent à travailler. Et ça, ils ne sont pas dans la grande distribution de l'alimentaire. Ils continuent à travailler. Donc, ce n'est pas une science exacte. C'est ce que je pense que le journaliste a cherché à dire M. Porticom. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. C'était un peu dans la lignée parce qu'on est tous concernés en fait, et même moi personnellement, on me voit un peu comme un vecteur, puisque je vais au contact des gens tous les jours, donc potentiellement je pourrais être une menace parce qu'effectivement j'ai côtoyé plus de 5 personnes, et nous c'est par dizaines qu'on en voit par jour, donc. Nous aurions pu être derrière notre PC en télévision. Oui, on commence déjà à se mettre au Skype parce qu'on sent effectivement qu'il va falloir changer les modèles de travail. Tout est en train Et à de l'hôpital, on se demandera aussi par la suite si la télémédecine ne devrait pas prendre une plus grande part dans vos activités. On est deux choses. On est en train de modifier notre façon de travailler. L'incendie nous avait déjà entraîné vers des modifications et de nouveaux paradigmes. Et on est contraint de le faire. Alors, donc vous êtes en double crise. Crise post-incendie et crise de pandémie Covid-19. Voilà, pour celle-là, elle est mondiale. Double peine. Donc voilà, et donc on s'organise au sein des services. Je veux revenir sur la déprogrammation parce que je ne voudrais pas qu'il y ait de confusion aussi bien dans la tête des médecins. On s'est réunis hier et je vais un peu rappeler les choses, et ni dans la tête des patients. Ça aussi c'est très important parce qu'il faut gérer l'épidémie, mais il ne faut pas oublier nos malades chroniques qui ils sont encore malades et nous sommes encore là et on doit les prendre en charge. On a dû réorganiser les services pour faire de la place pour accueillir éventuellement un afflux important de patients, et donc ça veut dire qu'on s'est réorganisé au niveau du travail. Et comme justement on doit être peu de personnes dans une même pièce, on s'est organisé, on va faire du Zoom, du GoToMeeting, du JoinMe, où on va faire nos staffs par téléconsultation. On a aussi discuté, et ça sera mis en place très prochainement par le JPRASPEG et l'ARS, on pourra communiquer avec nos patients chroniques par télémédecine via le smartphone, où on aura un numéro, on pourra les appeler, ils pourront se connecter et on aura une téléconsultation avec eux via le téléphone portable. Ça devrait être opérationnel, alors je vais dire fin mars.
Ça sera sans doute avant, parce que d'ici la fin de la semaine, les premiers essais vont commencer pour que vous êtes malade. Je vous suis, je vous ai dans mes listings. Et à ce moment-là, je vous passe un coup de fil et puis je vous dis voilà, est-ce que tout va bien, ou vous pouvez appeler et faire savoir qu'il y a un problème. Et à ce moment-là, on fait une téléconsultation. S'il y a une vraie nécessité à ce que je vous examine et que vous puissiez vous déplacer à l'hôpital, on vous le dira. Vous viendrez à ce moment-là. On a géré toutes nos consultations, c'est-à-dire que chaque médecin a regardé sa liste de consultations. On a rarement des consultations qui sont programmées la veille pour le lendemain. C'est des consultations sur 2 mois, 3 mois. Et on a appelé les patients en leur disant quand c'est pas urgent, on préfère reporter à 2 mois la consultation pour 2 raisons. On évite qu'ils viennent et qu'ils se déplacent. Donc on évite ces mouvements de circulation de personnes. Et deuxièmement, nous, on est aussi actifs dans cette préparation d'afflux de patients. Donc il est important qu'on aide aussi les patients à respecter le confinement, et le tout, c'est pas forcément de les faire venir à l'hôpital. Si on peut décaler dans le temps la prise en charge et la consultation. Ça ne veut pas dire que les patients qui ont besoin absolument d'une consultation, qui doivent être vus en urgence, ne seront pas vus. Au contraire, on a maintenu toutes nos consultations d'urgence, on a maintenu toutes nos consultations qui sont nécessaires, notamment les patients qui présentent un cancer, une pathologie cancéreuse. Ils sont vus, ils seront revus si ça le nécessite, et d'autres pathologies chroniques, les patients seront reçus. Ça, c'est très important, et il ne faut pas qu'on se retrouve à une situation qu'on a vécue après l'incendie, de se dire, oulala, à l'hôpital, coronavirus, je n'y vais pas. Si vous avez un problème qui relève de l'urgence, il faut y aller. On aura un circuit aux urgences pour les patients Covid négatifs, et on aura un circuit pour les patients qui sont suspects de Covid et qui sont Covid positifs. Donc cette régulation, elle sera faite dès les urgences, et nous, on fait attention aux patients qui sont attendus en consultation, à les rappeler. Donc la télémédecine va fonctionner. La déprogrammation, elle s'est faite dans ce sens, et on a maintenu tous les patients pour lesquels on devait absolument soit les opérer, soit les voir en consultation, soit leur faire une chimiothérapie ou une radiothérapie. Aucun service n'est fermé, bien au contraire, et on continue la prise en charge des patients. C'est très important que les patients le comprennent et qu'ils n'hésitent pas à nous appeler. Et quand on aura mis en place la télémédecine, actuellement maintenant tout le monde a un smartphone, quel que soit l'âge, et on pourra communiquer avec eux et être en direct avec eux, c'est très important. De toute façon, il n'y aura pas de transfert sanitaire, vu que les rotations aériennes vont être... Si c'est un Covid positif qui le nécessite, oui, quand même, faut pas. Ou si c'est un patient qui a une urgence qui nécessite qu'on le prenne en charge au CHU, oui, il sera pris en charge. Non, mais je parle pour sortir de la Guadeloupe. Pour aller en Hexagone, là, ce sera je pas pense possible, que les avions, le préfet l'a dit il y a 48 heures, lundi, je pense que les rotations aériennes vont diminuer largement, et ça sera sous justificatif. Il faudra dire, alors évidemment, s'il y a un patient qui nécessite, parce qu'il y a quand même certaines activités que nous n'avons pas au CHU et sur le territoire, qui nécessitent une prise en charge, mais tout dépend de là où on l'envoie, parce que je ne suis pas sûre qu'à Paris, des programmes tout. Ils ne seront peut-être pas, et puis d'envoyer quelqu'un vers une zone épidémique, voilà. Donc pour l'instant, on va gérer au cas par cas, on sera attentif à chaque cas, de façon à prendre la bonne décision pour exposer le moins le patient, et on va toujours évaluer le bénéfice-risque pour le patient. Et globalement, on a cette habitude on fait des réunions de concertation pluridisciplinaire, c'est-à-dire que un médecin prend rarement lui tout seul dans son coin une décision pour un malade. Donc ça sera des décisions qui seront discutées, et puis d'ailleurs si on l'envoie quelque part, il faudra qu'on discute là où on peut l'envoyer en fonction, s'il y a nécessité. Oui. Nous avons un appel de téléspectateurs. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde sur le plateau. Oui. Alors, tout le monde qui est sur le plateau, là, ce sont des créoles, à capacité que tout qui a parlé créole, qui comprend créole. Alors, docteur Coqueport, comment vous pouvez expliquer que préfet là, qui a récupéré des gens dans les bateaux là, et qui a lâché dans la nature, et c'est des gens qui sont contaminés, qui ont traîné dans la ville de Pointe-à-Pitre, par un supermarché, qui ont traîné tout partout, et on peut arrêter pour bloquer
ça pour empêcher de circuler en population là. À penser, c'est premier où la préfère là, c'est de protéger les biens. Deuxième question, moi. Madame, s'il vous plaît, vous avez parlé de la Chine. Sachez que la Chine, elle a tenu 300 cas, ils ont confiné tout le monde. Ça veut dire que la Chine dit pour que ça passe plus loin, et qu'elle commence par confiner tout le monde à Gazaïo. La France attend qu'elle ait 6 000 personnes infectées puis elle confiné tout le monde. C'est pour ça qu'elle est moins quand même en Chine qui est en France et en Italie. Et d'autant qu'on peut porter compte. Pourquoi préférer pas prendre arrêté pour fermer tout magasin de bricolage? Comme journaliste a dit, laisser tout magasin à manger ouvert parce que qui j'en veut bloquer le monde, empêcher le virus là diffuser, au cas où ouvrir tout magasin à bricolage, au cas où ouvrir magasin à musique, au cas où ouvrir magasin à carrelage, au cas où ouvrir tout d'autres magasins. Est-ce qu'on va dire ça son bidon pour bloquer le virus là? Non. Et on va poser une question à tous les trois ces plateaux-là. Est-ce que on peut garder la population aujourd'hui là en face à l'écran là, que les chiffres que l'ARS, quelques autres même ont annoncé, c'est les vrais réels chiffres aujourd'hui là, que c'est 33 cas qui sont en Guadeloupe. Merci, on va écouter réponse à cette télé là. Merci. Alors je crois que... Sur les bateaux, sur l'entrée des bateaux. Comme téléspectateur a besoin de créole, déjà qu'on peut, il n'est pas capable seulement de commenter décision à préfet. Première chose. Ensuite, il faut savoir que quel que soit ça on fait, chaque monde, chaque tête, chaque esprit. On dit là que la France est un pays de liberté, qu'il n'y a pas ni l'habitude de s'arrêter si c'est là pour dire comme ça du jour au lendemain, arrêter faire un butin, ou pour jamais voir une situation qui justifiait des mesures de restriction aussi drastiques en si peu de temps. Avec on l'a quand même mettre ces mots-là, ou pour n'y pas côté parce qu'on va parler de combien de près de 800 Guadeloupéens. Près de 800 à 1000. Donc, objectivement, parole en bouche pas charge. Le monde qui a dit, faut te faire. L'hôpital là, même où j'avais regardé, il y a 700 places avaient été brûlées. Il ne peut même pas prendre tous ces gens qui étaient à bon bateau là. Donc, pour nous, la dit, mais sur le plan technique, c'est beaucoup plus compliqué de ça qu'on a dit. Ensuite, là, on va dire qu'on s'est arrêté à Gazaïo. Moi, tu es là. C'est moi-même qui dis qu'il faut arrêter à Gazaïo. On dit pourquoi il faut arrêter? Il fait 600 mètres, il va à la télé à Canal 10. Il dit qu'on s'arrête de toute façon, c'est mais c'est parler, pour te parler, mais il y a une plage pour prévoir, il y a une vidéo pour faire. Et on peut quand même arriver à Gazaïo, madame, on m'a dit qu'on s'est mis, c'est ça, c'est bon. Donc, si ça on fait là, ça passe servir ailleurs. A dit les peuples, mais ils ont fait des bordel. En sortie, expliquer les autres que son maladie mortelle, jour là, ça a tenu le premier mort en Martinique. Tout le temps pour voir un vrai pour toucher, qu'on leur monde qui a donné pour voir qu'un mort là, il n'y a pas quoi que ça dit là, c'est vrai. Et là, Bouga a dit comme ça, est-ce que nous pouvons garder les autres en face pour dire que les chiffres que les rescabaille, c'est les vrais chiffres? Qu'on peut regarder en face ou regarder moi, on va dire bien franchement, c'est nous-mêmes qui avons l'ARS et la préfecture ces chiffres-là. Mais nous avons les chiffres qui correspondent à la quantité de tests que nous faisons, qui sont positifs ou qui sont négatifs. Mais comment dire nous pas tester tout le monde? Pas comprendre que ça a reflété ça qui a circulé de la Guadeloupe. C'est certainement plus important. Mais il est obligé de bailler les chiffres qui ont rapport avec les laboratoires qu'on fait. De toute façon, sans polémiquer, quel que soit le nombre de monde qui est malade ou pas, ça y est, fait, c'est ça que vous avez fait, c'est arrêter au bon cas azot. Point barre. Au bon non. Est-ce que vous comptez Admiralty? Moi, écoutez, c'est pour moi. Écoutez, tous ces gars font écouter. On dit, ils font sont là au top. Mais les autres écouter ça. Écoutez, hein. Avant de venir là, avant si madame qui font un petit clip là, qui noie.
Qui est ça? On dit jeune madame là. Non, pas connaître. Mais c'est assez canadien, je suis diffusé, ça taille là. Oui, on dit madame qui nous a des cheveux longs. Quand on dit madame martiniquaise. Il parlait, il disait, on a arrêté à Casazot, arrêté à Casazot. C'est important, en cas disant comme ça, arrêter, remettre en cause parole à les autorités. On va comprendre que les autorités, pas bien embêter là, il a même dans ça. Tout le monde a le même bateau là. Regardez au Canada, Premier ministre là même j'ai appris. Alors comprendre. Ça va pas épargner pour calmer le monde. Vous comprenez? Donc nous quoi faire ça pour nous faire. Et nous pas plus fort qui pont mon Guadeloupe. Pas ni pont qui fait que nous ni plus protection tout ça. Non, virus là il a ça fait 3 mois que nous découvert qu'il existait. Et Jean en tout cas, ça ici circulé, c'est qu'il n'a pas aimé le show. Donc, nous sommes quelque peu protégés. C'est ça qui a circulé et qui a dit vrai en l'autre. À part moi qui a dit, c'est ça qui a circulé. La circulation là, savent que notre coronavirus, le MERCOV, lui, il commençait à la Mecque, les cafés chauds. Pas même là, mais son famille a un cousin. Faut prendre que c'est d'ailleurs pour dans les pays là entre la Corée, la Chine grand, la Chine a si des côtés café froid, des côtés café chaud et il y a bien de café corona là aussi. Donc pas la phase chaleur là, à part quoi ça café épais. Si 65 degrés. 65 degrés, bon. Le virus, si on le met au soleil pendant 1, 2, 3 heures, il n'y a plus de virus. Ouais, mais si on met le virus au soleil. Voilà. Donc c'est pas comme si on vivait 24 heures sur 24 la bouche ouverte au soleil. Donc non. Hein? Très clairement. Non, ça tu voulais rajouter, Babouga, ils sont criés là, on va parler en créole aussi. C'est que même si vous voulez contester les chiffres à l'air, les chiffres, bon, ça c'est droit, et ça c'est un risque que nous avons accepté, qu'en tout cas moins qu'on a accepté. Parce que depuis qu'on a une information, on prend le risque de trouver des gens qui contredisent, qui mettent des doutes. C'est la règle du jeu, ça va poser un problème. Mais comme Patrick Porté comme dit, même si tu as 100 cas positifs en Guadeloupe, ça a changé par rapport aux consignes qu'il y a nous de confinement là. Et nous expliquer les autres pourquoi. Et nous va adapter nous à l'hôpital. Mambo a dit tout à l'heure là, qui gens nous a adapté nous à, bon. Par exemple à l'hôpital Jodla, moi initié première réunion de direction en conférence téléphonique. Nous pourrions pas tant même ça là. Tout adjoint est en bureau et nous faisons conférence téléphonique et nous faisons une belle réunion qui dirait 2 heures et demie. Nous prenons une décision avec le professeur Duflo. Et il faut que les Guadeloupéens comprennent ça et il faut aider nous parce que ça a changé si l'habitude. Tradition à nous, là, nous sommes famille malade, tout le monde veut y vrai, tout le monde veut y aller, il faut cela, machin. Arrêtez ça. Nous décidons que nous avons autorisé actuellement un seul monde par jour par malade. Et probablement, nous avons fait 0. Parce qu'on imaginer de laisser vieux monde mort tout seul. Non, nous ne pouvons pas laisser vieux monde mort tout seul. C'est-à-dire que là encore, nous avons fait du cas par cas. Tout le monde a les créoles aussi. Donc, nous qui arrivons, et c'est en décision, il faut nous prendre direct là, il faut nous aller plus loin. L'État va aller plus loin dans les mesures, parce qu'il y a annoncé d'autres mesures demain, hein, Patrick, oui, c'est ça? Oui. Et donc, nous aussi, nous obligés à avancer en mesure, parce que nous, le problème en nous, c'est de faire en sorte de prendre soin de la population là et de sauver plus de monde possible, puisque, qu'on nous dit, son virus, il a tué le monde. Donc, nous arrivons à 0 visite qui rentre à l'hôpital à monde malade et soignant pour protéger ces gens. Évidemment, on vieille personne, il a besoin de voir si famille. Nous qui fait quand même des exceptions, mais nous qui gardons ça au cas par cas. Okay. D'accord. Nous marquons une courte pause et nous reviendrons d'ici quelques instants pour la dernière phase de cette émission. Et ça sera d'ici quelques instants.
Voilà, nous revenons avec nos 3 invités en plateau. Nous parlons de coronavirus. Quelle est la situation en Guadeloupe? Quels sont les gestes à avoir? Je pense que vous les connaissez maintenant. Et bien sûr, il s'agissait ce soir de faire un petit peu le tri à partir de tout ce qu'on entend, de tout ce qui circule sur les réseaux sociaux et de faire face à notre réalité. Alors maintenant, les gestes, ok, le CHU est prêt. Ah, moi j'ai beaucoup de questions sur la préparation du CHU. On peut dire ça, le CHU est prêt. On se prépare à la On se prépare. Voilà. Voilà. Je veux dire, est prêt. On fera le bilan après. Oui. Nous, on se prépare. Il s'agit de faire face. On se prépare à la situation la plus difficile qu'on puisse imaginer. D'accord? Donc on s'organise en conséquence. Je vous ai dit quelles sont les mesures qu'on a prises. Et puis voilà, et en fonction de l'évolution de la situation, de toute façon, il va falloir s'adapter à l'évolution de la situation. Il va falloir s'adapter à l'évolution des connaissances sur le virus. Il va falloir s'adapter sur le fait que il y a un traitement qui marche ou qui ne marche pas. Donc voilà. Donc on se prépare et il y aura cette faculté qu'on se doit de développer d'adaptation à l'évolution de la situation. Concernant les masques, est-ce qu'ici en Guadeloupe, il y a aussi une pénurie? Alors ça, je ne sais pas répondre pour la Guadeloupe. Oui. Je peux répondre pour le CHU. D'accord. Donc ce que je peux vous dire, c'est que moi, je vous ai dit qu'on se prépare depuis mi-janvier. Mi-janvier, je suis en contact avec mes collègues de l'Hexagone et notamment j'ai eu le directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris au téléphone. Il m'a dit: Gérard, on s'est fait piller nos masques dans les hôpitaux. Piller. Alors, ce ne sont pas des voleurs qui sont rentrés, hein. Ce sont les personnels qui ont emmené les masques pour les parents, leurs amis, pour eux-mêmes. Ils se sont fait piller les masques. Bon, il ne s'agit pas je ne jette pas la poire, hein, je veux dire, dans cette situation de crise, il y a toujours des comportements un peu irrationnels, mais bon, c'est comme ça. Donc moi, ce que j'ai fait, quand j'ai su ça, j'ai sécurisé mon stock de masques. C'est-à-dire, c'était un magasin général, on a tout rapatrié à un seul endroit, c'est sous clé, c'est sécurisé et c'est distribué par les médecins chargés de l'hygiène hospitalière, de l'infection nosocomiale, et c'est géré à bon escient en fonction de la situation de l'épidémie, en fonction de la situation du service qui a des patients positifs ou pas positifs. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai envie de toucher du bois, nous ne sommes pas en pénurie de masques. Parce qu'on a, j'ai envie de dire, cette consommation rationnelle. Donc ça, c'est le CHU. J'ai un autre stock qui est au niveau de l'ARS. Et ce que la directrice de l'ARS nous a donné comme information, pas plus tard que tout à l'heure, on était en conférence téléphonique à 18h30 avant que j'arrive, c'est que le stock État va être débloqué. Donc il y a un stock État qui est géré par l'ARS et donc l'ARS va pouvoir distribuer ces masques chirurgicaux, les masques de soins, aux hôpitaux qui n'en ont pas, aux professionnels libéraux qui en manquent. Bon voilà, ça c'est la gestion de l'ARS. En tout cas, pour les masques, au niveau du CHU, on n'en manque pas. Idem pour les solutions hydroalcooliques. On les a sécurisées, donc c'est géré par la pharmacie. Par ailleurs, on a été obligé on avait dans tous les couloirs de l'établissement des distributeurs de solutions hydroalcooliques. Parce qu'on voulait que les gens qui prennent l'habitude, quand ils arrivent à l'hôpital ou quand ils partent, se fassent une petite friction. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des familles, ils arrivaient avec leur petite bouteille de Matouba, ils remplissaient leur bouteille et partaient avec. Donc on les a retirés des couloirs, donc maintenant c'est dans le service, à l'intérieur du poste de soins, et là aussi on essaie d'avoir une utilisation rationnelle de ça. Je ne critique pas ces comportements parce que je veux dire, quand on dit sur les médias il faut se faire des frictions hydroalcooliques et que vous allez à la pharmacie, vous n'en trouvez pas, c'est un problème. Faites comme vous pouvez. Et je peux comprendre que ça peut créer des angoisses et générer des comportements irrationnels. La même chose pour les thermomètres. La même chose pour les thermomètres. Il faut savoir qu'il y a une pénurie de thermomètres sur l'île. Pas que sur l'île. J'étais à Paris la semaine dernière. J'ai fait 6 pharmacies à Paris pour trouver un thermomètre. 6.
Et ici, c'est pareil. Je ne sais pas si vous avez vu le député Mathiazin, on était le comité de suivi présidé par le préfet et la directrice générale de l'ARS hier. Il disait, moi j'ai fait 7 pharmacies, pas de thermomètre. Je n'en ai pas. Donc, pour rester sur les masques, parce qu'on aime beaucoup avoir des chiffres, le stock permettrait de tenir combien de temps pendant cette crise? Mais tout dépend de l'utilisation, de l'entrée des patients, de la cinétique de cette épidémie, du nombre de patients qu'on reçoit, tout ça. Bon, je ne peux pas vous dire combien de temps ça va nous durer. Tout dépend ce qu'on s'est garanti. Alors, premièrement, je vous ai dit que l'ARS va débloquer le stock État. Et il y a un de nos fournisseurs avec qui nous sommes en contact qui, dès lundi, va nous livrer 20 000 masques supplémentaires, en plus de notre stock. Et il nous a dit, dans 15 jours, il pourra nous livrer aux alentours de 30 000. Donc, ça commence à, comment dirais-je, le gouvernement a mobilisé tous les fabricants de masques pour qu'ils augmentent la cadence et que la production réponde aux besoins. Mais cette pénurie de masques, vous savez, lundi, il y a le CHU de Grenoble. Et je suis sur un WhatsApp des directeurs généraux de CHU. Le CHU de Grenoble, 0 masque. Donc c'est pas un sujet propre à la Guadeloupe. Justement, on s'inquiète. Justement, c'est pour ça qu'on s'inquiète, parce que d'où l'idée, et il y a eu cette question de Madame Boissé de faire des masques en tissu. Et là, on attend les résultats d'une initiative prise par les pharmaciens du CHU de Lille, qui ont fabriqué un masque en tissu avec, comme le disait le professeur Duflo, 2 couches de tissu, puis une couche de tissu, une couche de non tissé, c'est-à-dire très imperméable, absolument imperméable. Ils l'ont testé en faisant même des comptages particuliers pour voir est-ce qu'il y avait des choses qui passent. Apparemment, les tests sont très bons. Et là, on attend le feu vert de la DGOS pour pouvoir dire aux établissements, voilà le process, si vous pouvez faire vos blanchisseries, fabriquer des masques, allez-y. Parce que le directeur de la santé a lancé un mauvais signal justement cet après-midi en déclarant que si on avait des masques en excès, de les amener dans les hôpitaux. Il a demandé aux Français d'amener des masques dans les hôpitaux. C'est pas un mauvais signal. J'ai pas entendu ça, mais ça fait un peu l'effet. On sait qu'on va manquer, donc pour optimiser nos chances, venez porter vos masques. Mais on sait qu'on a des problèmes de stock de masques. On l'a dit, je vous ai dit, Lyon, il lui reste 4 jours de stock, Reims 48 heures, on le sait. Là encore une fois, nous on ne se retrouve pas dans cette situation parce que au moment où l'épidémie, ben oui, mais c'est parce que voilà, vous avez anticipé, on a anticipé et surtout on n'a pas eu l'afflux massif comme ça de patients arrivant au CHU. Tout ce qu'on veut, c'est ne pas manquer au moment. Mais personne ne veut manquer. Sûr. Mais on reste aussi attentif aux propositions et notamment aux masques en tissu. Nous avons des couturières, donc mais si vous ça peut tout à fait. Vous n'avez pas trop besoin de masque. On ne nécessite pas de masque. C'est clair. À gaz azote. Oui, nous sommes arrivés au terme de cette émission et nous avons des appels de téléspectateurs. Nous en récupérons un. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Oui. Allez-y, madame. Oui, allô? Oui. Oui. Allô? Oui, allez-y, madame. Oui, bonsoir à tous. Je m'appelle Nathalie et j'ai une question concernant les moustiques. Les moustiques. J'ai entendu depuis l'épidémie en France que les moustiques n'étaient pas un vecteur du coronavirus. Donc déjà, je me posais la question si vous parlez de moustiques métropole ou bien des moustiques tigres. Et par ailleurs, justement, tout à l'heure, j'ai entendu un médecin dire au moment de santé, il me semble, que quelqu'un lui reposait la question et lui répondait que de toute façon, vu qu'effectivement, sur certains malades, on pouvait trouver du virus dans le sang des patients après une fois qu'ils étaient infectés, que de toutes les façons, on aurait plus de visibilité là-dessus, puisque le virus est arrivé en Afrique. Je voulais savoir si on était des bonnes tests pour ceci ou bien. Voilà. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a. Merci, madame. Beaucoup de choses qui circulent sur ce coronavirus, puisque c'est sûr, il est né il y a 3 mois, enfin pour nous en tout cas, avec la virulence qu'on lui connaît, et forcément on voit de tout.
C'est vraiment un virus qui se transmet à cause sous la forme de gouttelettes, et c'est vraiment les gouttelettes de salive qui portent le virus et les virions qui permettent de transmettre la maladie. Et donc après, ça reste dans la sphère oropharyngée au niveau de la gorge, et puis après, ça va descendre au niveau des poumons. Il n'y a pas de le vecteur n'est pas le moustique comme la dengue ou le chikungunya ou le Zika. C'est vraiment une transmission par gouttelettes, d'où les mesures barrières qui ont été préconisées. Sinon, on aurait dit à tout le monde mettez de l'anti-moustique. C'est pas le cas. Oui, docteur Portekop, vous avez Non, je crois qu'il faut vraiment rester chez soi, écouter les messages, ne pas faire d'amalgame entre les maladies. Corona, Covid, c'est un virus. Les autres maladies vectorielles qui sont transmises par les moustiques, c'est un autre problème. Là, nous avons vraiment une maladie qui se transmet par les voies respiratoires. Le virus, il reste au niveau des voies respiratoires. Et d'ailleurs, pour votre information, le dépistage n'est pas une prise de sang. C'est un prélèvement que l'on fait au niveau de nez couvillon, que l'on fait rentrer au niveau des narines jusqu'au fond des fosses nasales, et qu'après on fait analyser par les techniques de biologie assez moléculaire. Alors, ce n'est pas comme les autres épidémies auxquelles nous sommes confrontés, pour lesquelles on vous envoie faire une prise de sang au labo. C'est bien différent. C'est quelque chose qui est passé chez l'homme il y a très peu de temps, qui était déjà en circulation chez l'animal depuis très longtemps, et je vous assure que le monde scientifique découvre depuis 3-4 mois cette maladie, et le fait que la Chine ait connu cette épidémie en premier a vraiment concentré le monde scientifique dessus, et les premières études sortent, mais il y en a tous les jours des études, d'accord? Donc quand on vous dit les messages qui sont véhiculés depuis les Chinois, les Italiens et tous les autres, c'est l'état actuel, les données de l'art. C'est vraiment ce qu'il faut savoir. Et n'allez pas faire d'amalgame avec toutes les autres pathologies. Ce qui est vrai, c'est qu'à côté de Corona, la grippe saisonnière circule, et aussi la dengue, qui, elle, est en rapport avec le moustique. Et il appartient au médecin qui a un patient en face de lui de ne pas méconnaître qu'un patient qui a un tableau peut aussi bien avoir été piqué par un moustique et avoir une dengue, et qui peut être sévère, qu'une infection à corona. Et ça, c'est le boulot des médecins, c'est pour ça qu'on fait des études, c'est pour ça qu'il faut avoir confiance dans le système. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci. Alors, combien de tests dispose-t-on? Est-ce que ça, c'est en approvisionnement constant? J'ai dit tout à l'heure que il n'y a pas de dépistage de masse en période épidémique. Le dépistage maintenant sera réservé aux patients hospitalisés pour une question de gestion de leur situation et de la surveillance de la maladie chez les formes graves. Nous n'avons pas de problème d'approvisionnement en tests. Au début de l'épidémie, tout ce qui est disponible est consommé plus ou moins rapidement en fonction de la cinétique de l'épidémie. Les fabricants de tests, ils demandent que ça, fabriquer et vendre. Et nous allons en acheter autant qu'il faudra. Et comme je vous ai dit tout à l'heure que maintenant on ne fera plus de dépistage de masse, la question, j'ai envie de dire, n'est pas vraiment à savoir est-ce qu'on aura assez de tests en Guadeloupe. La stratégie qui est celle des pouvoirs publics en France répond à une logique scientifique qui doit, en tout cas, permettre de valider le fait que les mesures barrières et le confinement soient à l'origine de la résilience qu'on attend tous, c'est-à-dire de voir diminuer le nombre de patients malades pour ne pas avoir à gérer un afflux de patients, surtout dans les petits départements comme les nôtres, avec en plus un archipel pour complexifier les prises en charge. Et à ce propos, je voudrais rassurer nos amis des îles du Sud en leur disant que nous sommes à leur écoute au niveau du centre 15. C'est vrai qu'ils n'ont pas la chance d'avoir un système sanitaire très développé, mais c'est vraiment pour eux que s'appliquent les mesures de confinement et que, le cas échéant, nous ferons le nécessaire pour prendre les dispositions adaptées pour les situations les plus graves qui nécessiteraient leur exfiltration des îles du Sud. Mais je redis, raison gardée,
solidarité, responsabilité et bon sens. Et une dernière question par rapport au confinement en lui-même. Est-ce qu'il se pourrait, vous allez peut-être trouver ça farfelu, mais est-ce qu'il se pourrait, et vous comprendrez avec une question par la suite, qu'on bloque une ville, par exemple? Alors, j'ai ouï dire, vous nous confirmerez ou vous nous affirmerez, que la plupart des appels que vous recevez au SAMU correspondent à la zone Sainte-Anne-Saint-François. Donc, est-ce qu'il se pourrait qu'on arrive à confiner des villes du département s'ils deviennent des foyers épidémiques? Moi, je ne confirme pas. Donc, pour l'instant, un problème ne se pose pas. Mais tout est possible. À la question que vous me posez, est-ce qu'on peut? Je dis que les pouvoirs publics, en état d'urgence sanitaire, se donnent les moyens de légiférer en direct pour prendre toutes les décisions nécessaires pour arrêter l'épidémie. D'accord. Donc, quand vous me demandez est-ce que c'est possible, j'ai envie de dire, c'est justement ce que permet l'état d'urgence sanitaire. C'est prendre les décisions le plus vite possible qui seraient adaptées à une situation particulière. Donc, tout est possible. Très bien. Voilà, mais nous sommes arrivés au terme de cette émission. Un petit tour de plateau. Alors, quel serait le message ce soir à l'endroit de la population? Tout d'abord avec vous, Gérard Coutelon. On l'a martelé. Comme j'ai dit en début d'émission, nous, notre rôle au CHU, c'est de nous préparer à la situation la plus catastrophique qu'on pourrait imaginer. En espérant que ça n'arrive jamais. J'ai aussi dit que, et le professeur Duflot l'a rappelé en expliquant pourquoi, mieux que moi, nous sommes dans une situation, j'ai envie de dire, un peu favorable, alors qu'on n'a pas une explosion de cas dans le département. Les mesures de confinement, si ces mesures sont respectées, devraient permettre de freiner la propagation du virus dans l'établissement. Donc il faut absolument les respecter. Donc moi j'ai envie de dire, je sais que il est comment dirais-je, de coutume de remettre en cause la parole des autorités, tout, comme disait M. Portekop, il n'y a que des sachants dans ce pays. Il faut écouter ce que disent les scientifiques. Le gouvernement prend des décisions sur la base d'un conseil scientifique qui conseille le gouvernement sur cette épidémie. Donc il faut écouter ce que disent les scientifiques, il faut écouter ce que disent les gouvernants, respecter ce confinement, et peut-être qu'on peut essayer de faire la démonstration qu'en Guadeloupe, on sait se discipliner, parce que quand il y a un danger pour ce petit territoire, eh bien, la prise de conscience est réelle et que la solidarité se manifeste. Merci. Professeur Duflot. Alors il y aura 2 messages, mais juste avant, je voudrais dire qu'on travaille aussi en lien avec la médecine de ville. Les médecins de ville sont présents et c'est très important qu'on ait cette collaboration avec eux, parce que de toute façon, ils seront amenés à voir des patients qui seront Covid plus, et on est à leur écoute, et ils ont aussi cette problématique de masques qu'on comprend tout à fait, mais les choses devraient se débloquer rapidement, et ça va être un travail en collaboration. On va vraiment avoir besoin de tout le monde pour faire face à l'épidémie qui arrive et qui nous attend, aussi bien les médecins de ville que les médecins du CHU, que les médecins des autres hôpitaux, et avec l'ensemble du personnel soignant et aussi administratif qui seront à nos côtés. Alors 2 messages. De dire aux patients qu'on a l'habitude de soigner, qui ont une pathologie qui nécessite d'être pris en charge, qu'on ne les oublie pas et qu'on est là pour eux, et que ça fait aussi partie de nos priorités. Donc on est avec eux, on leur ferait part au fur et à mesure des avancées, notamment de télémédecine, qui vont être déployées sur le territoire pour pouvoir communiquer avec eux. Quand il faudra les voir, on les verra. On verra dans quelles conditions, en fonction de l'évolution des choses, puisque tous les jours est un jour nouveau et que ça change et que ça nous amène à prendre des décisions nouvelles, mais qu'on est conscient que ces patients sont là et qu'on continuera à prendre en charge nos urgences et nos patients chroniques. Et l'autre message, on n'arrêtera pas de le dire, moi c'est vraiment le plus important, il faut que chacun d'entre nous ait vraiment la conscience de se dire que s'il respecte ce qui est dit, les mesures barrières, les gestes barrières,
le confinement, il va contribuer à sauver des vies. Et on en est là. Il va vraiment contribuer à sauver des vies. Donc c'est important parce que la vie, c'est celle de nos parents, de nos grands-parents et c'est l'avenir de nos enfants. Merci, docteur Porte-Écope. 2 messages et demi. Pourquoi et demi? Non. Le confinement, on n'arrêtera pas de dire. D'ailleurs, nous sommes habitués à nous confiner. Quand on annonce des catastrophes climatiques, des cyclones, les Guadeloupéens savent se confiner. C'est pour ça que j'ai confiance quand même si on n'est pas très discipliné au début, je pense qu'on va y arriver. Surtout, malheureusement, quand les gens vont avoir des chiffres un peu plus graves, ça va peut-être marquer les esprits. Espérons qu'on y croit. Oui. J'ai confiance dans notre peuple guadeloupéen. Ensuite, le message, c'est éviter de saturer le centre 15 parce que, comme le disait la présidente, il faut que les gens qui ont des urgences autres que celles du Covid puissent nous joindre pour qu'on continue de soigner les infarctus, les AVC, les accidents de la circulation, les femmes en instance d'accoucher, les urgences respiratoires, notre métier. Et il nous appartient quand même de garder cela et nous mettons en place des organisations pour traiter les 2 flux distincts. Et puis la troisième chose, la moitié de chose, c'est de dire, restez à casa zone. Vous savez, les Chinois ont dit, restez chez vous, s'il vous plaît, restez chez vous. Voilà. Je crois qu'il faut quand même qu'on appelle à faire ce qui est dit. Et la moitié, mais c'est le plus important peut-être. Ouais. C'est plus que la moitié. C'est plus que la moitié, mais c'est pour être volontairement provocateur. Merci à vous, merci d'être venu sur ce plateau, Harold. Nous terminons cette émission, mais nous poursuivrons à informer cette population. Restez chez vous. Restez chez vous. Voilà. Merci d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que nous avons respecté les distances, voire plus, pour ceux qui nous regardent ce soir. Et c'est surtout une manière de dire respecter les consignes, respecter les gestes barrières. Excellente soirée à tous.